Bonjour les amis et bienvenue dans cette dernière émission de la première saison. Et on vous a préparé quelque chose d'exceptionnel avec Elisabeth de Caligny et Jérôme. Et comme vous le savez, Elisabeth étant très très bavarde, nous avons fait plus de 2 heures d'émission. Donc aujourd'hui vous aurez les 2 premières news insolites avec Elisabeth. Et puis dès demain vous aurez la suite de cette émission. Et je vous promets, il faut vraiment regarder les 2 émissions parce qu'elles sont incroyables et vous allez y apprendre énormément de choses, même si vous pensiez tout connaître d'Elisabeth de Caligny. Allez. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Mimi, c'est le numéro 45, le dernier de la première saison, et c'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Jérôme. Salut Antoine, salut tout le monde, heureux d'être avec vous pour cette dernière de la saison. Et oui, parce qu'on vous l'avait dit la semaine dernière, pour cette dernière, on invite l'auteur à succès de ce livre L'Ordre des choses, qui est donc Elisabeth de Caligny. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Salut Ah, Elisabeth. T'as vu cette introduction quand même Elisabeth? Ah oui, non, c'est bien fait, sauf que il y a marqué l'ordre des choses en raison du désordre des choses. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme un défaut dans le système. C'est vrai. Donc, le prochain que je vais écrire, ce n'était pas celui que j'avais prévu, mais je pense que on va parler des dingoteries de la planète. Voilà. Mais vu de l'extérieur. On va bien rigoler. Il y a de Et quoi des faire. dingoteries. Exactement, Jérôme. Il y a de quoi faire. Il y en a toutes les sauces. De toute manière, ça va faire 45 numéros qu'on essaye de vous les égrener comme ça au fil des émissions. Et donc, ce soir, on a décidé avec Jérôme, comme c'est la dernière, non rien faire. Voilà, on est arrivé les mains dans les poches. On l'a fait à la cool ce Bon, soir. On se l'a fait c'est encore moi qui tape tout le boulot. C'est ça. On C'est a, ça. on a On s'est embauché dit- Elisabeth. Bon. Alors, vous voulez que je vous parle de quoi? Ce soir, Elisabeth a prévu un grand programme. Déjà, elle va nous parler de Fata Morgana dans quelques minutes. Vous allez voir, c'est des mirages. On en voit en ce moment sur les côtes de Normandie, sur les côtes un petit peu de toutes les côtes françaises. C'est un sujet que je ne connaissais pas du tout, donc je pense que ça va être passionnant. J'ai aucun doute là-dessus. Et puis on va revenir aussi sur plein d'événements insolites qui sont arrivés à Elisabeth pendant sa vie. Entre autres, on va parler d'un crop circle qu'on a filmé en 2019. On va parler d'un étrange phénomène temporel dans un ascenseur à Draguignan. Et puis on va finir sur des maisons hantées. Le programme est assez long. Et puis là, c'est nos limites. Donc on verra quand est-ce qu'on terminera. Allez, juste pour conclure, avant de laisser la parole à Elisabeth. Donc, L'Ordre des choses, ça y est, il est en réédition. On vient de recevoir les cartons. Donc ceux qui souhaitaient bien pouvoir le recommander, vous connectez sur la page générationcitédor.com. Et puis il y en aura pour tout le monde. Et puis s'il n'y en a pas assez, on en recommandera. Voilà, en tout cas, c'est le livre de l'été absolument à avoir. Elisabeth, donc les Fata Morgana, qu'est-ce que c'est? Les Fata Morgana, c'est simple. Je vous le dirai après. Je vais déjà vous parler de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pendant la canicule, et notamment un week-end absolument atroce pour tout le monde, qui a été suivi du dimanche 17 et avec le lundi 18 qui était assez corsé. Et je dois dire que c'était pas la joie pour bien des Français, pour tous les Français, on peut dire ça comme ça, mais particulièrement pour ceux de l'Ouest. Et il se trouve que quand on a des canicules comme ça, qui sont extrêmement brutales, il peut se passer certains phénomènes où vous êtes sur votre plage, sous votre parasol, en train d'étaler votre crème solaire, quand d'un seul coup, vous voyez se dessiner peu à peu un paysage qui n'est pas le paysage de l'horizon habituel.
Et qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir, comme le dimanche 17 juillet, l'ont vu des gens qui étaient sur la plage de Kerficien à Cléder, dans le Finistère, des buildings. C'est New York, au large. Et vous pouvez voir la photo d'ailleurs, et vous allez voir que c'est absolument sidérant. Et cette photo, elle est là. Et c'est quand même assez curieux. New York, en Finistère. Alors, il n'y a pas éclat. Le 17 juillet également, où il a fait si chaud, au large d'Oulgat et au large de Luc-sur-Mer, que je connais bien puisque j'y vais depuis l'âge de 3 mois, eh bien, il y a eu également des choses absolument bizarres. Et notamment des espèces de cubes, là, que vous voyez, des rectangles au large. Mais il y a des photos un peu mieux qu'on peut intégrer. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un porte-container qui va changer d'aspect. Et ça devient des cubes. Et ça peut des fois s'élever dans le ciel au-dessus de la mer. Vous avez l'impression que c'est carrément une sorte de bloc qui survole la mer. C'est absolument hérissant. Ça, on sait que c'est des porte-containers, vous voyez. Et il n'y en a peut-être qu'un seul qui va se dédoubler à l'infini. Et dans certains cas, un bateau peut former comme un pont, comme le pont de l'île d'Oléron. Il n'y en a pas eu que là. Le 18, au soir, vous allez avoir des gens qui se trouvent à Saint-Quay-Portrieux, dans la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, et qui d'un seul coup vont voir l'horizon s'illuminer avec une côte lumineuse, comme si c'était une côte dans une baie, vous voyez. Sauf qu'il n'y a rien en face Saint-Brieuc. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, ces braves gens? Eh bien, tout simplement l'île de Jersey, qui se trouve à 80 km de là, et qui d'un seul coup s'est rapprochée. Complètement fou. Il y a eu ça au Touquet également, dans la journée du 18. On a vu des espèces de longueurs de pont. On a vu ça en Belgique également, à West End. Et puis, le 11 juillet, déjà, en Vendée, eh bien, on avait vu Fort Boyard se transformer, s'aplatir et ensuite devenir comme une sorte de cube. Et ensuite, au-dessus de l'eau. On ne voyait plus Fort Boyard normalement, on voyait un truc qui ressemblait plus à rien, qui était complètement bloc. Le 14 juillet, à la Tranche-sur-Mer, eh bien, même phénomène. Là, on a l'impression de voir une sorte de pont comme le pont de l'île d'Oléron, sur tout l'horizon. Et bien ça, c'est un bateau ou plusieurs bateaux qui passent à l'horizon. Mais c'est un truc de fou, parce que c'est complètement géométrique et on n'y reconnaît rien. Alors, les Fata Morgana, c'est quand même un phénomène que certains, quand on a vu ça dans d'autres pays, notamment en Chine, et ça, je vais revenir dessus, dont on a dit beaucoup de choses, sont des espaces, des dimensions qu'on aperçoit. Non, 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 non. Ce qu'on voit au bord de la mer, sur certaines côtes, pas toutes les côtes, on voit ça sur les côtes nord, on voit ça sur la côte du Calvados, et on voit ça beaucoup en Vendée. Il y a des endroits spécifiques pour que le phénomène se produise, hein, que ce soit en France ou dans le monde. Eh bien, c'est tout simplement un phénomène météorologique qui va provoquer une illusion d'optique. Que se passe-t-il? Quand il fait très chaud et que la chaleur arrive d'un seul coup, eh bien, en bas, c'est encore froid. La vague de chaleur arrive plus haute et ça va se superposer. Et quand le froid est au sol et que le chaud est en haut, eh bien, et que le soleil passe entre les couches, eh bien, ça va faire un phénomène de réfraction et les objets sont reflétés là-dedans et se déforment. Mais ces objets peuvent être à 80 km, à 100 km même parfois. On a vu le phénomène se produire depuis la dune du Pilat. Il y a des gens qui ont quand même vu la chaîne des Pyrénées avec les Fata Morgana. Et d'Arcachon, c'est pas la porte à côté, les Pyrénées. Donc, si vous voulez, c'est une illusion d'optique, mais qui provoque un phénomène absolument ahurissant. Mais il faut qu'il y ait des conditions météorologiques tout à fait spécifiques. Alors, vous allez me dire, pourquoi Fata Morgana? Eh bien, c'est très simple. Ça vient du nom de la fée Morgane, celle de la légende arthurienne. Pourquoi? La légende disait qu'elle arrivait à faire voler son palais. Elle avait un palais volant.
Elle était capable d'agir sur les éléments. Donc, Fata Morgana, ça vient de la fée Morgane. Alors, certaines côtes sont plus touchées, comme je viens de vous le dire. C'est le cas de la Vendée, de la Bretagne, de la côte normande, le nord de la France, la Belgique, mais également à l'étranger. Les grands lacs américains sont sujets à ce genre de phénomène, comme la côte californienne, comme le détroit de Messine, comme la mer Baltique. Il y a des endroits dans le monde où il y en a plus que d'autres. La Chine également. Et justement, la Chine, on va en parler. Je ne sais plus si c'est en 2015 ou en 2018. Vous avez pratiquement tous vu cette vidéo, si vous vous intéressez au surnaturel et au paranormal. Dans les nuages, qu'est-ce qu'on voit des buildings? Mais bien dessinés, hein. Alors ça se passe à Foshan, dans le canton de Guangdong. Et on voit cette ville dans les nuages. Alors, beaucoup ont dit, ça y est, c'est une dimension parallèle qui nous… Ben non, c'est une Fata Morgana. Et en fait, c'était la ville de Foshan qu'on voyait s'élever dans le ciel, mais dans les nuages, ça sortait des nuages. Et ça a été même vu, cette ville incroyable, depuis la province voisine de Jiangxi. C'est incroyable. Mais le plus incroyable, c'est ce que j'ai déjà raconté sur la chaîne de Didier Santiago quand je parlais de la Russie de l'étrange. Il y a une zone qui s'appelle Samarskaya Luka, où il se passe, ou alors visiblement il y a une base avec comment dirais-je, des extraterrestres qui sont toujours là. Enfin, il y a des trucs, mais absolument ahurissants, c'est pas très loin de Moscou. Et il y a ces phénomènes de Fata Morgana. Mais là, on peut se poser la question, est-ce que ce sont réellement des Fata Morgana? Eux appellent ça comme ça là-bas, mais ce n'est pas du tout le même phénomène. Et ça se passe sur des montagnes qui s'appellent les montagnes Ziguli. Et ça arrive depuis des siècles. La première fois qu'on en a parlé, c'est un voyageur hollandais qui en a parlé au Xe siècle. Et alors, ça se passe plutôt en été. Et je cite un témoignage d'un homme et de son ami. Ils sont au balcon de leur immeuble et ils ont la vue sur les montagnes Ziguli. Et qu'est-ce qu'ils voient le 25 juin 89, dans le début de soirée? Les nuages, va y avoir un orage. Le ciel est violet-gris. Et les nuages passent comme ça très vite. Et d'un seul coup, ils voient comme s'il y avait un arrêt, comme si le train de nuages, il y avait un wagon qui s'était décroché. C'est-à-dire qu'il y a une masse de nuages qui continue à partir à toute vitesse et l'autre s'est arrêté. Net. Et qu'est-ce que ça fait? Ça forme un carré. Mais ce n'est pas tout. Le carré va se cercler d'une sorte de rayon rouge qui va former les contours du carré, comme une fenêtre. C'est un truc de fou. Et c'est une sorte de rayon rouge vif qui délimite ce carré. Ça va se mettre à clignoter pour devenir de plus en plus lumineux et brillant. Et le rayon va d'un seul coup se replier comme un éventail. Vous voyez les carrés, ça va faire ça. Donc ça, c'est le rayon qui se replie, mais la fenêtre, elle reste. Et qu'est-ce que les gens distinguent à travers la fenêtre? Eh bien, un truc complètement fou. Le paysage change. Il y a une sorte de lumière orange-rouge qui envahit la terre, enfin, tout le paysage, les montagnes Ziguli et tout. Et ils voient la mer. C'est comme s'ils étaient au bord de la mer, alors qu'ils sont en plein territoire russe, au milieu, vous voyez Moscou. La mer, elle n'est pas à côté. Et c'est au sud-ouest de Moscou, au sud-est, je ne sais plus. Et là, ils voient la mer. Ils voient une baie avec des petites collines, des petites forêts sur les collines, un truc de fou. Mais pire encore, c'est que ce qu'ils vont voir dans le carré, là, c'est comme s'il y avait une caméra qui tournait pour filmer différentes parties du paysage. Donc, on voit un coup la mer, puis ça se déplace tout doucement. On voit les petites collines, les petits trucs et machin. Bon, mais ce n'est pas fini. Vont surgir dans ce film, si je puis dire ça comme ça, des petits points noirs. Ils se disent qu'est-ce que c'est? Et là, ils ne vont pas être déçus du voyage. Ce sont des losanges volants et des sortes de formes assez concaves qui volent. Et puis, d'un seul coup, la fenêtre va s'effondrer sur elle-même. Les nuages vont reprendre leur cours, vont rattraper les autres, et c'est fini. Et ils appellent ça quand même Fata Morgana. Et ce n'est pas tout à fait ça. Et il y a eu un autre endroit, alors j'ai cité plusieurs exemples, si vous voulez regarder la vidéo, vous pourrez toujours la regarder, mais j'ai cité plusieurs exemples où il y avait ce type de choses, des fenêtres sur autre chose. Et à un moment, certains ont vu dans une région où il y a fréquemment ce genre de choses, une pyramide à gradins. Et avec au pied, il y avait une rivière qui coulait. C'était sur un plateau. Et personne ne sait où se trouve cet endroit-là. Donc, il y a Fata Morgana et Fata Morgana.
Donc, je pense, là, ce que je vous ai décrit, c'est de toute façon un phénomène au début, ce qu'on voit chez nous, un phénomène optique qui est lié à des conditions météorologiques bien précises et qui se passe comme par hasard les jours de canicule. Quand vous avez d'un seul coup ce souffle très chaud qui arrive au-dessus d'un sol plus froid ou d'une mer plus froide. Et puis, vous avez d'autres phénomènes qu'on appelle Fata Morgana, qui là, à mon avis, ne relèvent pas du phénomène météo, mais me rappellent l'histoire de Robert L., qui, quand il s'est retrouvé avec ses visiteurs, un jour, il a vu le ciel s'ouvrir et c'était autre chose. Vous voyez ? Donc, là, comme Fata Morgana, on peut pas dire vraiment que c'est ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y en a eu pas mal avec ce temps de canicule dans le monde. Il y en a partout. Vous pouvez voir des photos, vous pouvez voir des vidéos sur YouTube qui sont quand même extrêmement impressionnantes. Et au moins, bah, vous saurez ce qui est vrai Fata Morgana et ce qui est peut-être autre chose, parce que je crois qu'il y a les deux, même si ça porte le même nom dans certains cas. Voilà ce que j'allais à vous dire sur les Fata Morgana. Merci, Elisabeth. Et je voulais te demander, la toute première que tu as partagée, là, ça se passait dans le Finistère et il disait voir New York. Ah oui, on voit carrément des buildings. Mais là, New York, on est à plusieurs milliers de kilomètres. Non, mais ça ressemblait à une ville new-yorkaise. On Oui. voit pas les grands buildings de New York. On pourrait penser, vu le nombre de buildings, et que c'est quand même assez haut, c'est New York. Mais ça ne peut pas être New York, qui est beaucoup trop loin. Et est-ce qu'on aura identifié cette ville justement par rapport Justement, là, on ne sait pas trop ce que c'est. D'accord. Ça doit représenter quelque chose, mais quoi? Est-ce que c'est en hauteur des bateaux de plaisance qui se sont déformés? Oui, avec plusieurs niveaux. Quand on fait de la hauteur. Vous pouvez voir également des photos où vous avez carrément des bateaux qui volent, mais carrément au-dessus de l'horizon, mais qui sont bien hauts. Que ce soit des... Ah bah oui, la légende du Hollandais volant, qu'est-ce que vous croyez que c'est depuis le XVIIe siècle? C'est rien d'autre qu'une Fata Morgana. Ils ont perdu ce bateau fantôme et ils l'ont revu flotter dans les airs. Et quand on le voyait, c'était un signe de malédiction. On savait qu'on allait avoir des histoires. Ça ne nous peut pas, d'ailleurs. Mais le Hollandais volant, c'est ça. C'est une Fata Morgana. Voilà. Donc, ce que je pense que ce qui s'est passé en Bretagne, c'est que c'était, vous savez, il y avait beaucoup de petits voiliers en Bretagne. Oui. Eh bien, ils se sont déformés et ça a fait des trucs des cubes, des formes cubiques de différentes hauteurs. Voilà. Et quand vous regardez la tête de Fort Boyard, ce que ça devient, quand la Fata Morgana se produit, ça ne ressemble pas du tout à Fort Boyard. Ça ressemble à un truc écrasé à un moment, puis après un gros cube, ça n'a rien à voir avec Fort Boyard. Et c'est marrant parce que ce terme, moi je le connaissais vraiment pas du tout, je le découvre ce soir avec vous. Du coup, ça m'interpelle sur une légende assez récurrente des côtes bretonnes. C'est la légende de la fameuse ville d'Is. Est-ce que... Alors Is, c'était sous l'eau. Oui, mais elle apparaîtrait de temps en temps et puis après elle repartirait sous l'eau. Oui, mais la légende d'Is, c'est très particulier. Je m'y étais intéressée à un moment, ce qui m'avait inspiré un conte pour enfants, où il y avait une histoire pas possible, et j'ai perdu le manuscrit bêtement, j'avais écrit il y a 20 ans, ça. Et la légende d'Is m'avait beaucoup inspiré. Et peut-être qu'un jour, je la raconterai d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Mais les gens, ils croyaient dur comme fer. Et effectivement, c'est pas très loin, c'est dans le coin. Si j'ai bonne mémoire. Je ne crois pas que ce soit au large du Morbihan, je crois que c'est au large du Finistère, mais je ne sais plus trop. Mais à l'île de Sein, j'avais parlé des fameuses druidesses noires de l'île de Sein, qui avaient des pouvoirs sur les éléments, et qui étaient d'ailleurs en conjugaison avec les druidesses du Mont-Saint-Michel, quand existait encore la forêt de Sissi, qui couvrait toute la baie du Mont-Saint-Michel et qui a disparu dans un tsunami au 8e siècle, si j'ai bonne mémoire. Eh bien, elles avaient la faculté de changer le temps et les éléments. Et moi, un jour, je me suis posé la question de savoir, parce que j'étais persuadée qu'il y avait des mégalithes sur l'île de Sein. Et que ces mégalithes, on ne les voyait plus parce qu'ils étaient sous l'eau. Donc, j'ai fait des recherches. Et j'étais persuadée qu'il y avait un portail interdimensionnel là-bas. Et je ne me suis pas tombée loin, parce qu'effectivement, il y a des roches sous l'eau, et il semblerait qu'il y ait des choses de cette nature-là, mais il semblerait également qu'il y ait une montée conséquente des eaux il y a quelques siècles.
Donc, je ne me suis pas trompée. Et effectivement, au large de la Bretagne, dans le Morbihan, là où se passe mon roman, même si je ne le cite pas, c'est quand même très inspiré des légendes bretonnes. Et il se passe vraiment des tas de trucs. Et souvenons-nous de l'affaire Pauline Picard, dont j'avais parlé sur ta chaîne, et puis j'ai reparlé à un autre moment. Eh bien, ça a pris feu cet été. Et le fameux Mont Brasparts a été épargné. Mais il y a eu un feu d'enfer, c'est le cas de le dire. Et on était sur le Youdigle et le trou de l'enfer. Et ça a épargné ce lieu druidique qui est un mont sacré, qui est un ancien volcan d'ailleurs, hein, éteint, très ancien des monts d'Arrée. Il se passe des trucs. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les Fata Morgana, mais on peut dire que la Bretagne n'est pas épargnée par les légendes parce qu'il s'y passe de curieux phénomènes qui laissent à supposer qu'il y a peut-être, et moi j'y crois, des espaces qui peuvent s'ouvrir dans certains lieux, il se passe quelque chose. Voilà. Et comme moi j'ai été témoin effectivement de trucs un peu bizarres, je crois à ces choses-là, bien sûr. Alors, sur le coup, quand vous êtes tout seul, vous dites que vous n'allez pas bien, mais quand vous êtes deux à vivre ça, là, ça ne fait plus pareil. Parce que soit on est tarés tous les deux en même temps, même quand on ne pense pas du tout à ça, soit il s'est passé quelque chose. Et la Bretagne, le Morbihan en particulier, et le Finistère également, mais pas que là. Je crois que toute la Bretagne est concernée en fait, hein, parce que la baie de Saint-Brieuc, quand même toute la région de Perros-Guirec, les Rochers-Roses, il y a des légendes là-bas aussi. Moins importantes que dans la Bretagne Sud, mais il y en a. Et je pense que des phénomènes météo de cette nature-là, il y en a une sur la mer de Gavre. Alors, la mer de Gavre, c'est à côté de Lorient. Moi, j'y suis allée parce que j'allais de temps en temps séjourner dans un petit village qui s'appelait Riantec, qui était donc dans la mer de Gavre. Et il y a eu une Fata Morgana, je ne sais pas si c'est ces temps-ci ou un petit peu avant, où on voyait sur la bande de terre qui entoure la baie, on voyait clairement au-dessus une Fata Morgana. Mais cette région de l'Orient et même de la mer de Gavre est réputée pour ses ovnis. Et moi, quand j'y ai séjourné, je peux vous dire qu'une fois, j'ai vu un truc qui n'était pas très banal. C'était sous forme de lumière, mais ça se déplaçait d'une drôle de manière. Voilà. Donc, voilà. Hein, c'est des lieux un peu particuliers, si j'ose dire. Ouais, c'est clair. Et tout ça, Jérôme, pour les tenants des théories de la matrice, c'est du pain béni, parce que ça fait vraiment fenêtre ouverte sous la matrice, voire même bug de la matrice. Alors, et les Fata Morgana, et encore plus celles que tu as décrites, qui n'étaient pas réellement des Fata Morgana, vu que on était carrément dans un travelling À Samarskaya Luka, je vous conseille d'écouter l'émission. Je la mettrai en lien. Vous apprendrez quelque chose parce que c'est vraiment un festival. C'est comme Cano Chase, dont j'avais écrit un article dans Génération Cité d'Or. C'est pas les mêmes scénarios, mais il y a des trucs communs et il se passe quand même des choses très inquiétantes là-bas. Hein. Et je suis tombée sur ce sujet que je n'avais pas du tout prévu parce que je préparais autre chose et d'un seul coup, je tombe là-dessus. Je l'ai préparé en 2 jours. Avec des sites russes et tout ça qui était documenté, parce que ce truc-là, personne ne sait de quoi on parle en France, c'est un lieu absolument extraordinaire. Et il s'y passe des trucs, la totale. Et dont ces trucs qui sont des Fata Morgana, mais un peu bizarres quand même. Et il y a même une Fata Morgana sur une île sur la Volga, où selon certains jours, il y a une église qui n'a jamais été construite là, qui apparaît en tuiles, en briques et tout, et elle n'existe pas. Et elle n'a jamais existé. Et elle vient se poser sur l'île. C'est des trucs de ouf. C'est vraiment des trucs de ouf. Mais elle existe peut-être dans un monde parallèle. Et à un moment donné, une fenêtre s'ouvre voilà. Comme dans Fringe. Voilà. Mais c'est très curieux. Je vous conseille vraiment. Moi, je vais la réécouter parce que ça m'a tellement plu de la raconter. Puis moi, je me souviens, une fois que c'est fait, je me souviens plus de rien. Il faut quand même le dire. Donc, je crois que je vais me la réécouter, celle-là, parce qu'elle m'a fait rêver. Et il m'est arrivé un drôle de truc, c'est que j'ai fait un rêve derrière. Et j'étais sur le lieu. Et je me retrouvais avec un groupe de gens. Alors, j'étais dans cet endroit où il est supposé y avoir des trucs sur la Terre. J'étais avec un groupe de gens et je sentais que c'était dangereux. Et je me souviens, quand je suis allée plus loin, je me souviens qu'il y avait une sorte de cratère, alors que ce n'est pas volcanique, hein, normalement,
Et je sentais qu'il allait se passer quelque chose. Et je suis sortie de mon rêve vite fait, mais j'étais retombée dans le lieu. Alors que moi, je ne rêve jamais de mes sujets, jamais. C'était très étrange ce truc-là, hein. Mais ça m'a passionné de le raconter et personne ne connaît ça en France, ça c'est clair. Là, mais j'avais pas du tout prévu de faire ça, hein. Et des fois, je tombe sur des sujets, c'est comme Pauline Picard, hein. Je cherchais des trucs ovnis et sur un truc anglais, je suis tombée sur l'affaire Pauline Picard. Pourquoi? Parce que c'est très connu en Grande-Bretagne, mais pas chez nous. Enfin, si, depuis que j'en ai parlé, c'est mieux connu. Mais personne n'en parle. Et je me suis tapé, tu te souviens, je te l'avais dit Antoine, tous les journaux de l'époque, sur 2 ans, l'Éclair de l'Ouest, le journal sur la Normandie et tout le bazar. Si j'avais eu le temps, j'aurais même été aux archives départementales pour retrouver les fonds d'archives judiciaires sur cette affaire-là. Il fallait que j'aille à Brest ou à Cherbourg. Mais c'est un truc de ouf. J'ai fait une enquête d'une minutie. Et c'est comme ça que j'ai découvert dans ces journaux locaux des années 20 des témoignages d'officiers de marine qui parlent des serpents de mer, et notamment beaucoup en mer de Chine. Je crois que c'était un prêtre qui avait une chronique surnaturelle. Il parlait de l'Atlantide et il parlait de ça. Il faudrait que je reprenne mes trucs sur la BNF et que je me fasse la rubrique, je crois que c'était l'Éclair de Brest ou je ne sais pas quoi, ou de l'Ouest ou un truc comme ça, qui reprenait des témoignages absolument incroyables sur des monstres marins. Oui, je pourrais peut-être lui faire une petite émission là-dessus. Ça pourrait être sympa si ça vous plaît. C'était Parce l'abbé Mimi, non, qui Ah non, donnait non, non, cette mais je crois chronique. mais c'était étonnant parce qu'il prenait des gens très sérieux pour raconter des trucs de fantastique, quoi. Et c'est pour ça que Charles Fort, à l'époque, avait commencé à faire toute cette compilation de faits divers qu'on retrouvait dans tous les journaux, un petit peu à droite à gauche dans le monde. Aujourd'hui, des faits divers comme ça, ou des faits insolites comme ça, on n'en voit plus, ils sont mis sous silence. Mais c'est vrai que fin 19e, début 20e, ça foisonnait. Bah, quand j'aurai un moment, il faudrait que je reprenne les journaux. Je crois que c'était sur la BNF que j'avais été chercher tout ça. Parce que les archives de ces journaux-là, ils ne les gardent pas, donc il faut aller ailleurs. J'espère que je les retrouverai. Parce que des fois, d'une année à l'autre, il n'y a plus rien. Mais il y avait ça, et puis surtout les faits divers. Parce qu'à l'époque, ils conduisaient comme des cloches. Donc, il se faisait des accidents de voiture pas possibles. Il y avait les trains qui écrasaient les gens à tour de bras, où ils tombaient du train. Enfin, des trucs où ils écrasaient les vaches. Enfin, mais des machins. Et il y avait les procès des sorciers. C'est-à-dire que Madame Machin, sorcière écartementienne, il y avait les plaintes. Ah, bah, elle ne m'a pas guéri, ah, bah, machin, et blanc, tribunal. Et il y avait le compte-rendu du procès. Ah, j'avoue que je me suis régalée, j'ai fait un boulot de dingue là-dedans, mais en cherchant sur cette gamine, c'est un cas tragique, eh bien, j'ai trouvé des perles. Et je dois dire que les histoires de l'abbé, je ne sais plus quoi, parce que je crois que c'est vraiment un abbé, eh ben, il y avait des machins, c'était vachement ouvert pour le lecteur du canard, quoi. La rubrique fantastique. Mais c'est souvent en cherchant autre chose que je tombe sur des sujets que je n'avais pas prévus. Bon, je crois que t'as déjà mis l'eau à la bouche à tous nos auditeurs, là, à tous nos amis, je crois, qui sont ravis que tu sois présente ce soir. Donc là, on est parti sur pour le coup, un fait qui est paru sur la dépêche du Midi. Donc voilà, c'est tout à fait officiel. Et vous voyez, quand on gratte, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à trouver. Et maintenant, Elisabeth, ce que je te propose, c'est qu'on remonte un petit peu le temps, qu'on repasse en 2019 du côté de la Normandie, du côté du domaine de Caligny, où il y a eu un étrange crop circle qui s'est formé. Mais avant de parler du crop d'Elisabeth 2019, allez, on voulait faire un petit focus sur le dernier crop qui est apparu le 28 juillet. Ça se passe près de West Stowell, Wiltshire, au Royaume-Uni, à Tom Meets Copse. C'est toujours dans le Wiltshire qu'il y a des trucs, hein. Mm. Il y a des endroits bien déterminés en Grande-Bretagne où ça se passe, hein. Et c'est souvent récurrent, c'est souvent les mêmes champs, avec ces petites collines, là, tous ces machins. C'est toujours là que ça se passe. Exactement. Mais bon, cette année, j'ai pas encore vraiment regardé ce qui se passait. J'en ai vu passer un avec un compas là, il y a quelques jours que je trouvais beau, mais bon, voilà.
Comme on le disait en off, j'ai des petits doutes celui avec le compas. Contrairement à celui-là, où vraiment là on est dans vraiment un très beau crop. Et je sais que même les vrais crops jouent aussi avec les lignes au niveau de la symétrie, jouent avec les lignes des tracteurs Ah oui, oui, les c'est très fameux intéressant. les fameux comme en ligne parallèle que les tracteurs Oui, oui. empruntent. Et là on voit parfaitement que le crop est parfaitement centré par rapport à ces lignes. Là on est pour Bah, moi on est dans le vrai crop là. j'avais vu ça dans le crop. Il y avait des lignes aussi et ça menait directement sur le crop aussi, puisque j'avais marché dans les lignes pour pas écraser le blé. Donc Mm, voilà. mm. Là, c'est vrai que là, ils ont fait une petite Là, c'est ligne. vraiment vachement bien Ouais, fait. ouais, ouais, Là, c'est bien ils ont, centré, hein. c'est ça. Mm, mm. Et on voit l'espèce de petit satellite en haut à droite. On devine bien l'entrelaçage des épis comme dans un vrai crop, quoi. Mm. Alors, qu'est-ce que ça représente? C'est toujours le même problème. Moi, j'y ai toujours vu des planètes. Alors, moi, je pense que ce sont des dimensions de planètes. Mm. Alors, assemblage de planètes, lesquelles, j'en sais rien. À droite, est-ce que ça sera un soleil ou une lune? Ce qui est un peu... On a très souvent la Lune représentée dans les crops, Lune, Soleil, d'une manière symbolique, mais ouais, moi ça me fait beaucoup penser à des systèmes planétaires. Là, on voit bien que le cercle de droite est plus petit que celui de gauche, qui est encore plus petit que celui qui est au centre, un petit peu Mhm. comme des- voilà, une petite vision de planète, d'une planète avec ses deux lunes qui gravitent autour, et puis une petite lune un peu plus éloignée derrière, je sais pas. Mm. En tout cas, c'est Patrice Marty, hein, qui nous propose ça sur sa page. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Patrice Marty, c'est un des spécialistes des crop circles en France, hein. Il organise ou organisait, je ne sais pas s'il l'a fait là pendant les 2 années de confinement et de Covid, des sorties pendant une semaine comme ça ou 2 semaines en Angleterre à la découverte et de ces crops, parce qu'il y a des saisons de crop circle, hein, ça se passe souvent au mois de juillet et puis un petit peu en août. Euh, Là, je sais pas, Jérôme, on a l'impression que c'est vrai qu'on en entend un peu moins parler cette année des nouveaux crops, et même peut-être un peu plus difficile à trouver Oui, quand on s'intéresse au sujet. oui, oui, parce que moi j'essaye de creuser un petit peu le sujet, je prépare une émission là-dessus, et faites l'expérience, vous allez sur votre moteur de recherche favori Google, vous tapez Crop Circle 2022, vous allez voir, faut creuser, faut ramer pour les trouver, hein. Il faut passer plusieurs pages pour tomber sur les bons sites qui vont parler des derniers crops. De toute façon, pour trouver quelque chose d'intéressant maintenant sur Google, il faut vraiment ramer. Et Mm, moi, je le vois pour faire mes recherches. Je vais sur d'autres trucs maintenant parce que c'est comme si c'était. Mais c'est un véritable cauchemar. Je perds un temps fou alors qu'avant, je tapais un truc, j'avais tout de suite quelque chose qui correspondait. Maintenant, c'est fini. Sur YouTube, c'est pareil. Avant, vous aviez un sujet, il y avait des sujets connexes qui se ressemblaient. Ben, c'est fini. Vous allez sur une banque d'images comme Pinterest, c'est la même chose. Vous demandez un corbeau, vous avez un corbeau et le reste, chat, chien et pub. Ou d'autres conneries qui n'ont rien à voir avec le corbeau. C'est comme si on voulait nous décourager à chercher quoi que ce soit. oui, c'est Et vrai. Mm, effectivement, moi, pour mes sujets ovnis, j'ai un mal fou. Alors, je vais sur des sites étrangers, notamment les sites américains, qui sont des fois bien nourris sur tout ce qu'il y a dans le monde entier. Le seul problème, c'est que maintenant, ils deviennent payants. Donc, 3 $ par-ci, 6 $ par-là, à la fin, ça commence à faire cher. Et donc, pour faire une recherche, alors j'achète des bouquins et Dieu sait si j'en achète, parce que ça, c'est vraiment mon budget qui en prend un coup. Mais c'est vrai que sur des sites où on pouvait accéder tranquillement et qu'on trouvait tout de suite, on tapait sur Google OVNI machin, bah maintenant OVNI machin, ça ressemble plus à rien. Voilà. mm, mm. Ouais, mais j'ai fait l'expérience avec les crop 2022. Vous allez voir, il n'y a pas grand-chose, hein. Et donc, et pour les crops, je suis absolument pas étonnée parce que sur tout ce qui est surnaturel ou sujet délicat, eh ben, c'est la croix et la bannière pour arriver à quelque chose, hein. Et nous, on voulait vous parler d'un crop, mais d'un crop 2019, ce soir, qui s'est formé. C'était à quoi? À quelques kilomètres de chez toi avant que tu ne déménages, quand tu étais en Normandie.
un très beau crop, mais il a eu beaucoup d'histoires, ce crop, beaucoup de rebondissements. On a dit que c'était un fake, etc. Tu vas nous parler de tout ça. Et puis, ça tombe à l'époque où on était passé de voir, et du coup, j'avais mon petit drone. Et on a fait une belle prise. Donc tu vas pouvoir nous expliquer tout ça pendant que je passe la vidéo. Donc voici la petite vidéo du crop circle qu'on a faite ensemble, Elisabeth. C'était le 28 juillet 2019 à Torigny-sur-Vire. Allez, je la lance et puis tu vas nous expliquer un petit peu ce crop, ce que c'est. Je vais vous expliquer. Alors d'abord, j'habite à quelques kilomètres de là et un jour, j'apprends qu'il y a un crop circle qui a atterri à côté. Donc ça, c'était, si j'ai bonne mémoire, à la mi-juillet. Et oh non, 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 c'était en juin que ça s'est passé. Toi, tu es venu plus tard. Et ça y est, ça me rappelle ma campagne. Oh là là, 40 ans, j'ai vécu dans le coin. Enfin bon, bref. Et tiens, on voit ma voiture d'ailleurs, ma petite voiture rouge. Oh, c'est trop mignon. Et donc, je suis avertie de ça, donc je vais y aller. Je vais y aller. Et je ne vais pas y aller toute seule parce que j'ai un ami qui anime les repas ufologiques d'Orléans, qui s'appelle Patrick Levaufre, qui est un homme absolument charmant, qui, avec les herbes de mon jardin, que je pensais être du chien-dent, était du plantain et tout ça, m'a fait des salades extraordinaires. Parce que lui connaît les herbes, pas moi, et je me suis rendu compte que mes mauvaises herbes pouvaient être tout à fait comestibles et bonnes pour la santé. Mais enfin, bon, bref. Nous allons sur le crop circles. Et comme il fait ce que moi, j'aurais jamais fait, parce que moi, je suis bloquée sur tout, sur beaucoup de choses, donc je ne vais pas facilement vers les gens, surtout quand je ne les connais pas. Je n'ai pas osé aller chez le fermier à qui appartenait le champ. Donc, on y a été tous les deux, et on est tombé sur le gars qui avait l'air mi-figue, mi-raisin, et qui nous a dit qui nous a autorisé à aller voir dans le truc. Il a été assez flou sur cette histoire, mais la presse après, Ouest France notamment, en a parlé. Et c'est là qu'on a découvert que finalement, à la sortie, avec plusieurs articles, c'était un beau fake, machin, bidule et tout. Bien. Donc, c'était assez décevant, mais en même temps, je me suis aperçue que ce n'était pas tout à fait ça. Parce que comme je suis une tenace, j'y suis retournée. Et notamment, j'y suis retournée le soir du 21 juin. Et je vais faire des photos assez particulières, d'ailleurs, qui vont déglinguer mon appareil photo. Et il faudra que je sorte du champ pour pouvoir avoir à nouveau une fonction sur la carte, je ne sais plus comment ça s'appelle, électromagnétique. Je ne pouvais plus faire de photos, c'était pas dur. Et il y avait un phénomène, effectivement, que j'ai pris en photo. Donc, je vais retourner 2 ou 3 fois, seule et en bonne compagnie. Et quand je vais y être, j'y suis même allée plus que ça, parce qu'il y a Jean-Michel Grand-Cyr qui un jour va venir me voir et on va passer un moment là. Patrick aussi, on va rester au milieu du champ, avec mon amie Valérie aussi, que je salue, qui habite la région. Enfin bon, et un jour, alors je vais faire des prélèvements. Je vais faire des prélèvements de blé, alors de blé qui n'a pas été touché et du blé qui est dans le crop. Et je vais avoir la visite de mon ami Umberto Molinaro, que je salue, et qui va expliquer des tas de choses lui aussi, et qui a mesuré la fréquence de ces blés qui sont dans le dessin et puis ceux qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas la même fréquence. Et sur ces conseils, je vais regarder comment vieillissent dans le temps mes échantillons. Et là, je vais être surprise parce qu'ils ne vieillissent pas du tout de la même façon. Va y avoir, alors sur tous les échantillons, alors j'avais fait un reportage photo avec des gros plans des épis de blé, et vous voyez que ça fait des bulbes. Alors les trucs, c'est très curieux parce que ça, on ne peut pas le faire, on voudra le tordre avec les doigts, on ne peut pas le faire. Vous avez des nœuds sur une tige de blé, eh bien, quand c'est passé dans le cadre de dans le truc du crop circle, c'est tordu naturellement. Si vous voulez tordre un épi de blé qui est droit et que vous voulez faire la même chose, vous n'y arrivez pas. Donc, on voit bien que ce truc qui a été démontré comme étant un fake
par la presse que ça n'en était pas. Mhm. Et puis, je vais tomber sur un gars qui est un peu expert, qui fait des prélèvements à un moment, qui est assez taiseux et qui va me parler pensant que je suis une enquêtrice. Et lui, il devait faire des enquêtes aussi. Et il va m'expliquer. Et là, je vais découvrir grâce à lui que j'arrive très, très tard après la bataille. Parce qu'on nous a menti, la presse nous a menti sur la date du crop circle. Il est arrivé bien plus tôt. Il est arrivé 10 à 15 jours plus tôt. Oui, parce qu'on Et voit on sur nous la a photo, là, menti. il a été fauché le champ au moment où vous avez pris Oui, mais cette vidéo. après, mais parce qu'il est venu au mois de juillet, il est venu un mois après. Ah Et il y oui, a encore la trappe du crop. il y a Et encore, la oui. trappe Mhm. mais moi, j'y suis allée, il avait 15 jours, 3 semaines, quoi. Mhm. Et il n'était pas encore fauché, le blé. Et je vais, à ce moment-là, bon, bah, je suis sur site avec une amie et ce gars qui va partir très vite, d'ailleurs. Il y a une bonne femme qui se pointe en hurlant je suis la propriétaire du champ. Je lui dis madame, je ne comprends pas, puisque j'ai été voir avec un ami le propriétaire du champ. C'est mon locataire, mais vous n'avez rien à foutre ici. Mais une vraie marchande de poissons, genre, on s'est fait virer très vite, ce truc-là. Et je lui dis mais madame, je viens d'apprendre que ce crop est ancien. Et elle ne va pas démentir, elle va me dire oui, oui, c'est arrivé au début du mois de juin. Un truc dans ce goût-là, je n'ai plus la date, mais enfin bon, bref, c'est pas du neuf. Et en fait, ce qui s'est passé, et ça je l'ai su, je ne dirais pas comment, c'est qu'il y a eu des services français qui sont venus faire des prélèvements sur place. Et je ne pense pas que ce soit bidon ce qu'on m'ait raconté. Donc ils ont laissé tout le monde faire ses petits trucs, comme ce truc n'était pas visible de la route, ni du chemin en contrebas où vous voyez les voitures sur les vidéos, ni de l'autoroute ou de la nationale qui est un peu plus haute, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas voir ce dessin. Vous voyez si vous ne savez pas, vous ne le voyez pas. Donc, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Alors, moi, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai? Mais ça se pourrait bien parce que c'est quand même curieux qu'il y ait un total décalage. Alors, ce qu'a dit la presse, c'est que c'était la planchette. Et effectivement, on va voir le fermier que j'avais rencontré avec Patrick, qui, avec sa planchette, enfin bon, tout ça, c'est du fake, ficelle et machin, comme d'habitude, quoi. Mais en fait, non. Moi, j'ai pu voir comment étaient les épis. J'ai des photos. J'ai fait un reportage que j'avais envoyé à Rémi Borne, d'ailleurs, l'herpa ufologique de Tours. Et on voit clairement les trucs. J'ai vu vieillir les épis. Ils ne vieillissent pas du tout de la même façon. Et un épi qui n'a pas été touché est totalement différent d'un épi qui a été touché et qui fait partie du dessin. Et en plus, le gars qui était en train de me faire des prélèvements sur place, là, quand j'ai rencontré, qui était le plutôt taiseux, son petit sac en plastique et ses machins, il m'a expliqué comment ça se faisait. Et il m'a dit que c'était électromagnétique. Et effectivement, j'ai vu ça de près, je n'ai aucun doute. Alors, il y a peut-être eu... En fait, j'ai su que quand le gars il est venu pour faire avec sa plan-planche le plan-plan, eh ben, c'était déjà fait. Ils n'ont pas eu à se casser la tête, ils n'ont plus qu'à y prendre la photo. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé avec ce crop circle. C'est assez étrange. Ça m'a intéressée parce qu'il y a beaucoup de phénomènes ovnis dans la région, parce que j'en ai photographié plus d'une fois, parce qu'en Normandie, on ne veut pas parler de ça, parce qu'on a peur de passer pour des cinglés, mais il y a quand même des fermiers qui sont venus me rapporter des boules lumineuses assez fréquentes. Et je peux raconter une anecdote qui s'est passée en 2004, si j'ai bonne mémoire. Je n'étais pas là à l'époque, je vivais encore à Paris, je venais que pour le week-end, et c'est arrivé à mes parents. Maman, un soir, voit à 100 mètres de la maison ce qu'elle prend pour des phares de tracteur, mais bizarre. Et puis, en fait, les phares vont s'élever et ce n'est pas des phares. Et ça va se retrouver au-dessus d'un arbre, d'un grand chêne qu'on voit de la maison, qui est à peu près à 200 mètres. Et puis, d'un seul coup, ça va partir. Donc, maman, terrifiée, qui promenait le chien, rentre à la maison. Le lendemain soir, ça recommence, mais derrière la maison, dans un champ marécageux. Et là, je ne sais pas si vous connaissez l'expression lumière du jour quand on filme
au cinéma, c'est-à-dire que c'est de nuit, mais on y voit comme en plein jour. Ben, ça, c'est derrière la deuxième maison qui avait derrière celle où j'habitais, et maman va être complètement pétrifiée et terrifiée. Et quelques jours plus tard, des voisins qui viennent prendre une tisane. Alors évidemment, mes parents ne parlent pas de tout ça, et maman, à l'époque, ne veut pas y croire. Et ça ne passe pas, même si elle a vu un truc qui l'a terrifiée. Et elle va avoir la visite de voisins qui disent rien ce soir-là, mais qui vont me raconter l'histoire beaucoup plus tard, quand maman va se décider à parler de l'expérience qu'elle a vécue. Donc ça, c'est à peu près 15 ans plus tard. Hein. Et maman, je vais apprendre qu'il y a un deuxième jour, parce qu'elle m'a parlé du premier, mais pas du deuxième. Et quand je vais vouloir rentrer dans le détail, elle va être un peu hystérique quand même. Hein. Elle ne veut pas en parler. Donc, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire. C'est assez curieux. Mais elle va quand même parler aux voisins de ce truc-là, finalement, parce qu'elle va voir mes photos et des photos que j'ai faites ici, enfin, à Saint-Jean, en Normandie. Et donc, là, il y a une preuve. On voit vraiment un triangle, par exemple. Enfin, il y a des tas de trucs, quoi. Et à ce moment-là, les voisins vont parler de ces fameux sphères. Et ils vont expliquer que le soir de 2004, où ils sont venus voir la tisane, eh bien, ils se sont retrouvés bouchant le chemin, juste à l'entrée de notre terrain que connaît Antoine. Il y a une petite rangée d'arbres, et à cette hauteur-là, il y a une sphère orange, énorme, qui fait à peu près 3 mètres de diamètre, qui n'est pas posée sur la route, mais qui est à peu près à cette hauteur-là, qui va rester comme ça, et qui bouche le passage. Et ces gens-là vont avoir une réaction très bizarre, parce qu'ils vont nous raconter que oh bah oui, on attendait qu'elle s'en aille, hein. On ne savait pas trop ce que c'était, mais on se disait, qu'est-ce qu'on va faire? On fait demi-tour, mais on n'osait pas bouger, parce que c'était quand même très bizarre, puis c'était très gros, hein. Puis c'était très, très orange, hein. C'était du feu. Hein. Bon. Et puis le machin, va se barrer. Et là, ils ont dit, oh, là, on n'a rien compris. Alors, on a été prendre quand même la tisane, mais on s'est dit, est-ce qu'on le dit ou est-ce qu'on ne le dit pas? Ben, ils ne l'ont jamais dit. Ils l'ont dit bien plus tard. Donc, dans mon terrain, il y avait énormément de choses. J'ai eu l'occasion de discuter avec Braji Belovac, que j'apprécie beaucoup et je vous conseille à la limite de contacter parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et il m'a expliqué que le terrain où je me trouvais était particulièrement propice à ce genre de truc. Et il faut savoir que sous ma maison, il y avait de l'eau. Il y a vraisemblablement pour moi, vu les lignes telluriques qu'il y a dans le coin et les tremblements de terre qu'il y a eu, il y a probablement une faille secondaire qui passe dans toute la lignée et notamment entre les deux maisons. Donc, j'ai la totale pour que ce genre de truc apparaisse. Et comme je ne tombe pas souvent au bon endroit, parce que moi, c'est récurrent, j'ai toujours, et ça, on en parlera après, les phénomènes paranormaux là où j'habite depuis un moment. Ça a commencé, on peut dire, à la fin des années 90 avec mon appartement de Levallois-Perret. Ça n'a jamais arrêté depuis. Et je dois dire que là où je viens d'emménager depuis 6 mois, c'est carrément l'enfer. Ça recommence, ou plutôt ça continue, mais à chaque fois, il y a un scénario différent. Tu sais quoi, Elisabeth? Eh bien, on va changer un petit peu l'ordonnancement du programme qu'on avait prévu ce soir. C'est-à-dire que au lieu de parler des maisons hantées à la fin de l'émission, on parlera à la fin de l'émission de ton fameux ascenseur de Draguignan. Et là, ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on continue la conversation sur ces maisons hantées, parce qu'effectivement, il y a de quoi dire. Puis en plus, tu verras, j'ai aussi une petite vidéo à te montrer, ce qui permettra de commenter un certain nombre de choses sur ton ancienne maison de Normandie. Voilà, mais juste pour finir sur le crop circle, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de bizarre sur ce crop circle là, c'est-à-dire que quand on y a été, je ne sais pas si tu te rappelles, on a vite vu apparaître une estafette de gendarmerie qui... j'ai tout juste eu le temps de ranger mon petit drone. Bon, ils nous ont pas embêtés, mais c'est vrai que... Le monsieur qui était taiseux est monté dans une voiture qui n'était pas une voiture de gendarmerie. Il n'y avait pas le fanion de la gendarmerie, mais elle était de la gueule d'une voiture de gendarmerie, une voiture banalisée, là, comment ça s'appelle? Pas une voiture comme ça, une voiture, un break, voilà, bleu, marine, mais sans immatriculation en gendarmerie.
Mais j'ai trouvé, le type était en survêt, mais j'ai trouvé qu'il était très militaire dans son attitude. Alors, sur qui je suis tombée, je n'en saurais jamais rien. Voilà. En tout cas, Ça m'a paru intéressé. étrange et il avait l'air de s'y tenir et d'être très au courant puisqu'il m'a donné un cours, je lui ai dit j'enquête. Donc, voilà. Peut-être un gendarme à la retraite, passionné par les crop Ah non, circles. non, c'était un mec qui avait 45 ans. Ah, donc voilà. Oui, mais ils sont à la retraite jeunes, à la gendarmerie. Voilà. Bon, il m'a dit d'autres choses, mais ça, je ne le répéterai pas. Voilà. On ne veut pas avoir d'ennui. Bon, en tout cas, voilà, ce qui était surprenant, effectivement, avec ce crop-là, on en avait parlé dans une ancienne émission de Miasme, et j'avais été contacté en disant oui, mais je sais qu'il l'a fait, ils avaient déjà dessiné les plans, c'est un faux crop, c'était fait à la planche. Mais comme tu l'as expliqué, hein, ce qui n'a pas été dit, c'est Ils que ont peut-être fait un petit effectivement, bricolage à la planche, mais le bazar, il était déjà fait. voilà. Et puis les dessins qu'ils avaient faits, effectivement, ils les avaient faits, ces dessins du crop, sauf que quand ils sont arrivés sur site, le crop y était. C'est quand même. Mais ça, effectivement, il fallait être sur place comme toi pour enquêter, pour savoir le fin mot de l'histoire. J'ai fait un reportage extraordinaire avec des photos de blé. On voit nettement le truc. Moi, j'ai pris des gros plans. Alors, je ne sais pas où elles sont passées, ces photos, mais j'ai fait. Il suffit de voir à l'œil nu. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Vous mettez un gars qui n'est absolument pas au courant, les trucs sous le nez, vous lui demandez de décrire. Et quand vous lui expliquez après ce qui s'est passé, il est surpris. Parce qu'un blé, un épi de blé ne peut pas faire comme ça. Hein, non, mais ça, c'est comme ça qu'on reconnaît. Alors, moi, j'avais une amie qui est scientifique qui vit en Angleterre. Et je lui avais dit, écoute, il faut que tu me trouves un labo pour que je fasse. Je voudrais voir l'ADN de ce truc-là et voir ce qui s'est passé. Elle me dit, ma pauvre chérie, tu rêves, si tu as 10 000 € à dépenser, il n'y a pas de souci. Sinon, tu laisses tomber. Ça coûte très cher de faire ça. Puis je n'aurais pas pu le faire en France en plus. Mais voilà, mais j'ai observé, j'ai fait vraiment une observation scientifique, si je peux me permettre ce terme, car je ne suis pas scientifique. Mais j'ai fait vraiment une description, j'avais fait un petit rapport là-dessus, parce que j'ai vu comment ces trucs vieillissaient aussi. Hein, et c'est la manière de reconnaître un vrai crop d'un faux, de toute manière, c'est là où le blé s'est plié, c'est au niveau d'un nœud. Et oui, c'est comme si ce nœud était devenu en l'espace d'une fraction de seconde du chewing-gum et après qui redurcit. Et le blé il n'est pas cassé puisqu'il peut repousser. D'ailleurs, on le voit hein, quand tu vois la vidéo aérienne là, que tu nous as fait voir avec ton drone, Antoine. On voit bien que le blé n'a pas pourri sur place. Il est encore là. Il n'a pas été fauché parce qu'il était aplati, mais et donc, c'est ce qui est même intéressant, ça serait de retourner l'année d'après dans ce champ, puisqu'apparemment, là où il y a eu la présence du crop, si on replante du blé l'année suivante, le blé pousse plus rapidement à cet endroit-là. Et c'est ce qu'on appelle les crops fantômes, en fait. C'est qu'on peut deviner dans le champ là où se situait le crop l'année passée. Bah, c'est ce qu'on s'était dit avec Elisabeth, et puis je crois que l'année suivante, c'était 2020, c'était le premier confinement, je crois. J'avais le Covid déjà pour commencer, voilà. Puis après, donc comme ça, c'était réglé. En tout cas, voilà, une histoire assez extraordinaire, ce crop circle. J'espère que vous avez apprécié, et puis on va rester dans la région, parce qu'on va parler maintenant de la maison hantée d'Elisabeth, du domaine de Canigny, et puis ensuite on parlera de la maison où tu es aujourd'hui, où il s'en passe aussi des belles. Et bien voilà qui clôture cette émission avec ces deux nouvelles insolites. Je ne vous avais pas menti, hein, on a vraiment appris beaucoup de choses avec Elisabeth. La suite c'est demain, ou alors vous cliquez sur le logo qui est ici, et puis vous devriez être directement sur la seconde partie. Allez.